Paris, 16e arrondissement. 12 octobre 2022, 17h30. La lumière d'automne filtre à travers la fenêtre de la chambre du petit Léo, 5 ans, et fait scintiller le petit micro argenté qu'il tient dans sa main. Sa mère, Sophie, le regarde jouer, un sourire aux lèvres, jusqu'à ce que son fils se tourne vers elle et lui pose une question qui glace le sang. « Maman, pourquoi il n'y a pas de baignoire ici? C'est dangereux, tu sais. » Une phrase impossible, sortie de nulle part, qui va transformer la vie de cette famille et peut-être réécrire une partie de l'histoire de la chanson française. Ce que vous allez voir n'est pas un simple récit de coïncidence. Dans les prochaines minutes, vous allez reconnaître comment cela est possible grâce à 3 preuves irréfutables. Un tic vocal que seuls les techniciens du son de l'époque connaissaient, la description d'un détail architectural à l'intérieur d'un appartement scellé au public depuis des décennies, et l'emplacement exact d'un objet personnel que tout le monde croyait perdu. Mais comment un esprit si jeune peut-il contenir les souvenirs d'un autre? La douleur de cette famille, c'est de ne pas comprendre. La cause cachée, un phénomène que les chercheurs commencent à nommer l'écho mémoriel, suggère que des émotions et des souvenirs intenses peuvent s'imprégner dans des lieux et qu'un esprit jeune, encore malléable, peut parfois capter ces fréquences. Pour Léo, tout commence par la musique. Il ne chante pas des comptines, mais des arrangements complexes, des lignes de basse, des orchestrations de cuivre. Son père, musicien amateur, décide un jour d'enregistrer son fils qui fredonne. En réécoutant la bande, il remarque un détail troublant, une légère aspiration nasale, juste avant certaines voyelles, une signature vocale quasi imperceptible. Un tic. Il en parle à un ami, ancien ingénieur du son chez Disque Flèche. La réponse de l'ami, au téléphone, est formelle. C'est la manique avec Clo-Clo sur les premières prises, avant qu'on ne corrige au mixage. Personne ne sait ça. Notez bien ce détail, c'est le premier fil que nous allons tirer. Si ce que vous venez d'entendre vous semble déjà troublant, gardez bien cette vidéo car dans la minute qui suit, nous allons entrer dans l'appartement que personne n'était censé revoir. Cet appartement, c'est le 47, boulevard Exelmans, dans le 16e arrondissement de Paris, le dernier domicile de Claude François. Un lieu quasi mythique, fermé au public depuis des décennies. Et pourtant, Léo le décrit avec une précision terrifiante. Il ne se contente pas de dire « il y avait une grande pièce ». Non, il parle d'un long couloir blanc, de spots lumineux encastrés dans le plafond et surtout d'un détail que personne ne peut inventer. Il dit « derrière la porte de mon bureau, il y a une rayure sur le parquet, là où la chaise a tapé. » Comment un enfant de 5 ans, qui n'a jamais vu le moindre documentaire sur le sujet, peut-il connaître une information aussi précise, aussi insignifiante? La question n'est plus de savoir s'il faut le croire, mais comment vérifier ses dires. Les parents, désemparés mais déterminés, entament alors une démarche qui semble vouée à l'échec. Contacter les propriétaires actuels pour obtenir une autorisation de visite. Pour crédibiliser leur requête, ils s'adjoignent les services de Jean-Pierre Duval, un journaliste d'investigation qui a consacré un livre à l'artiste. Duval est sceptique, il l'admet volontiers. Pour lui, c'est un cas classique d'imagination fertile, probablement nourri par des conversations d'adultes captées à la volée. Il accepte de les accompagner, surtout pour documenter ce qu'il pense être une impasse. Après des semaines de négociations, une visite est finalement accordée. Le 15 janvier 2023, à 11h précises, Sophie, son mari, le journaliste, et un huissier de justice pénètrent dans l'appartement. L'atmosphère est lourde. Le couloir est bien là, blanc, mais les spots ont été remplacés. Ils avancent jusqu'à la pièce désignée par Léo comme étant le bureau. La porte grince légèrement en s'ouvrant. Tout le monde retient son souffle. Jean-Pierre Duval s'accroupit, le regard fixé au sol. Et là, caché par l'angle de la porte ouverte, une fine éraflure sur le bois ancien du parquet. Un accroc parfaitement invisible depuis le seuil. Le journaliste se relève, pâle. Il murmure, presque pour lui-même. Ça ne figure dans aucune biographie, dans aucun reportage, c'est impossible. Le scepticisme vient de voler en éclats. Mais ce n'était que le début, car après les lieux, Léo allait commencer à parler des gens très proches de l'artiste, en utilisant des surnoms que seul le premier cercle pouvait connaître. Quelques jours après la visite bouleversante de l'appartement, Léo est dans le salon, dessinant. Soudain, il lève la tête et dit à sa mère, avec le plus grand naturel, « Tu sais, ma petite Luciole me manque. » Sophie fronce les sourcils. « Luciole,
Elle n'a jamais entendu ce mot de sa bouche. « Qui est-ce, chérie » demande-t-elle doucement. Léo la regarde, l'air surpris par sa question. « Ben, la danseuse. Celle avec les cheveux blonds qui riait tout le temps. » La description est vague, mais le surnom est étrangement précis. Jean-Pierre Duval, le journaliste, est immédiatement mis au courant. Il passe les 2 jours suivants à éplucher ses archives, les listes de personnel, les interviews des fameuses Claudettes. Rien. Le surnom Luciole n'apparaît nulle part. C'est une impasse. Mais Duval a une dernière carte à jouer, un vieux carnet d'adresses datant des années 70. Il y trouve le numéro d'une certaine Martine Lefebvre, une des premières danseuses, qui a quitté la troupe très tôt et vit désormais retirée près d'Aix-en-Provence. Il hésite, puis compose le numéro. Au bout du fil, une voix de femme âgée, un peu méfiante. Duval se présente, explique la situation avec prudence, sentant le ridicule de sa propre démarche. Il en vient finalement au fait, excusez ma question, mais est-ce que le surnom « ma petite Luciole » vous dit quelque chose? Un long silence pèse à l'autre bout de la ligne. Puis la voix de Martine se brise, chargée d'une émotion que 40 ans n'ont pas effacée. Mon Dieu, il n'y a que lui qui m'appelait comme ça. C'était notre petit secret quand j'avais le trac. Avant de monter sur scène, comment savez-vous ça? Le journaliste raccroche, les mains tremblantes. Ce n'est plus une coïncidence architecturale, c'est la mémoire d'une affection. Un secret partagé entre 2 personnes ressurgit de la bouche d'un enfant né 30 ans après la mort de l'un et le silence de l'autre. La question n'est plus de savoir si Léo se souvient, mais comment il accède à ses souvenirs. Comment une mémoire peut-elle conserver non seulement des faits, mais des sentiments? Prenez une seconde. Pensez au secret le plus personnel qu'on vous ait confié. Maintenant, imaginez qu'un parfait inconnu vous le révèle dans les moindres détails. C'est précisément ce que la famille de Léo est en train de vivre. Et le garçon ne s'arrête pas là. Une semaine plus tard, il va dessiner quelque chose qui va faire passer l'enquête d'une simple vérification de souvenirs à une véritable chasse au trésor. Un plan. Ce n'est pas un gribouillage. Pas une de ces maisons avec un soleil dans le coin et une cheminée qui fume. Sur la feuille de papier posée devant lui, dans le cabinet feutré de la pédopsychiatre Hélène Bernard, Léo trace des lignes droites avec une concentration d'adulte. C'est une vue de dessus. Un plan. Celui de sa chambre, dit-il. L'ancienne. Il dessine un lit, un bureau, une fenêtre qui donne sur une cour. Puis, avec son crayon rouge, il marque une croix nette sous le lit. « C'est là », murmure-t-il, sans lever les yeux. Sous le plancher, il y a une lame qui bouge un peu. La docteure Bernard se penche. « Et qu'est-ce qu'il y a sous cette lame, Léo ?» La réponse de l'enfant est si précise qu'elle en devient irréelle. « Ma boîte à secret, une petite boîte en fer. Dedans, il y a ma manchette, celle avec mes lettres dessus, C et F. Et le papier, la chanson pour ma petite Luciole. Je ne l'ai jamais finie. » Le silence dans la pièce est total. Ma petite Luciole, le surnom secret, validé par le journaliste. Une chanson inédite, c'est le Graal pour n'importe quel biographe, un trésor pour les millions de fans. Les parents de Léo, qui observent la séance derrière une vitre sans teint, sentent le sol se dérober. Ce n'est plus une histoire de souvenirs immatériels. C'est une affirmation concrète, physique, vérifiable. Mais comment? Comment demander aux propriétaires actuels du 47 boulevard Exelmans, un couple de retraités qui n'a rien à voir avec cette histoire, l'autorisation de venir, sans voire de démonter, le parquet de leur salon? La question n'est plus « est-ce possible ?», mais avons-nous le droit de vérifier? Prenez un instant. Imaginez que quelqu'un vous demande de faire un trou dans le sol de votre maison sur la base des dires d'un enfant de 5 ans. Quelle serait votre réaction? C'est le mur auquel la famille se heurte. Il contacte de nouveau Jean-Pierre Duval. Le journaliste, d'abord électrisé par la nouvelle, redevient immédiatement pragmatique. Sa voix au téléphone est grave. « Écoutez-moi bien, on est sur une ligne de crête. Si cette boîte n'existe pas, si le garçon s'est trompé, tout s'effondre. Vous passez pour des manipulateurs, je perds ma crédibilité et l'enfant sera traumatisé. Le risque est immense. » Il marque une pause. Mais si c'est vrai, si cette boîte est vraiment là, alors on ne réécrit pas seulement une biographie, on touche à quelque chose de beaucoup plus grand. La décision est prise cette nuit-là. Ils vont essayer, ils vont tenter d'obtenir l'autorisation, car désormais l'enquête n'est plus guidée par des mots, mais par une croix rouge sur un dessin d'enfant, une croix qui désigne peut-être la preuve ultime. Obtenir l'autorisation
de sonder le sol d'un appartement privé dans l'un des quartiers les plus chics de Paris n'est pas une simple formalité. C'est un parcours du combattant juridique. La première demande, adressée au syndic de la copropriété du 47, boulevard Aix-Elmans, se heurte à un mur de refus poli mais ferme. La lettre de réponse, datée du 28 octobre 2022, est sans équivoque. Toute intervention portant atteinte à la structure du bâtiment est proscrite sans un motif d'une extrême gravité. Pour eux, les souvenirs d'un enfant de 5 ans ne constituent pas un motif. Comment pourrait-il en être autrement? Mettez-vous à leur place un seul instant. Accepteriez-vous qu'on vienne sonder votre salon sur la base d'un dessin? Le risque de dégradation, le précédent que cela créerait, leur position est parfaitement logique. C'est là que le rôle de Jean-Pierre Duval devient crucial. Il n'est plus seulement journaliste, il devient le médiateur. Il sait que la persuasion ne fonctionnera pas. Il faut des garanties. Il contacte maître Hélène Bernard, une avocate spécialisée en droit immobilier, réputée pour sa ténacité. Ensemble, ils montent un dossier non pas basé sur le paranormal, mais sur des faits tangibles. Presta. Attention, la stratégie change complètement. Ils ne parlent plus de réincarnation, mais d'une recherche d'archives privées potentiellement inédites. Ils joignent au dossier le rapport du phonéticien de la Sorbonne, le témoignage de l'ingénieur du son et une expertise psychologique de l'enfant qui, sans valider ses dires, atteste de sa cohérence et de son absence de manipulation. Le point de bascule se produit lors d'une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires. La famille de Léo s'engage par acte notarié à couvrir l'intégralité des frais, y compris la restauration par un artisan d'art et un dédommagement financier conséquent pour le dérangement, que la boîte soit trouvée ou non. Mais ce qui emporte la décision, c'est une intervention inattendue. L'un des héritiers de Claude François, contacté par Duval, se présente à la réunion. Sa voix est calme, mais ses mots pèsent lourd. Mon père était un homme de secret et de passion. Si une infime chance existe qu'un message, qu'une dernière création soit là, sous ce plancher, nous nous devons de vérifier, par respect pour lui. Face à cet argument, le vote s'inverse. L'autorisation est accordée, mais à des conditions draconiennes. L'intervention devra avoir lieu de nuit en moins de 3 heures, sous le contrôle permanent d'un huissier de justice et limitée à une seule et unique lame de parquet. Le rendez-vous est fixé, le 14 novembre, à 22 heures précises. La Croix-Rouge. Sur le dessin de Léo va enfin affronter la réalité. Le 14 novembre, à 22 heures précises, l'air dans l'ancien appartement de Claude François est électrique. Il n'y a pas de caméra de télévision, juste le strict nécessaire. Les parents de Léo, blêmes, se tiennent dans un coin. Jean-Pierre Duval, le journaliste, est là, son scepticisme habituel remplacé par une curiosité tendue. L'héritier de la famille François observe en silence, le visage impénétrable. Et puis il y a l'huissier de justice, maître Corbin, un homme méticuleux qui a déjà vérifié l'heure sur sa montre à 3 reprises. L'artisan, un ébéniste d'art recommandé pour sa discrétion et sa précision chirurgicale, déballe ses outils sur un feutre de protection. Ce ne sont pas les instruments bruyants d'un chantier, mais des ciseaux à bois japonais, des spatules fines comme des lames de rasoir et une mini-scie à chantourner. Tout est conçu pour la délicatesse. La première étape est la plus critique. Comment isoler une seule lame sans endommager les autres? L'artisan utilise une technique ancestrale. Il perce de minuscules trous aux 4 coins de la lame désignée par Léo, puis y insère un fil d'acier diamanté, créant une coupe presque invisible. Le seul bruit dans la pièce est le léger sifflement du fil contre le bois ancien. Chaque minute qui passe semble en durer 10. Maître Corbin consulte son chronomètre. 2 heures et 40 minutes restantes, annonce-t-il d'une voix neutre, qui fait sursauter tout le monde. La pression monte d'un cran. Le père de Léo serre la main de sa femme. Et si tout cela n'était qu'une folie, une construction mentale d'un enfant à l'imagination trop fertile, une fois la lame désolidarisée, vient le moment de la soulever. L'artisan utilise 2 ventouses de vitrier pour exercer une traction parfaitement verticale. Le bois gémit, résiste, un craquement sec se fait entendre. Le cœur de Sophie manque un battement, mais ce n'est que la vieille colle qui cède. Lentement, millimètre par millimètre, la lame de chêne massif se sépare de ses voisines. Duval retient son souffle, son stylo immobile au-dessus de son carnet. C'est le moment de vérité, celui qui transformera cette histoire en anecdote ou en légende. La lame est enfin soulevée,
révélant une obscurité carrée dans le plancher. Une odeur de poussière froide et de bois sec s'élève de la cavité. L'artisan approche une petite lampe endoscopique. Le faisceau de lumière plonge dans le vide sous le parquet, balayant les toiles d'araignée et les débris du temps. Et puis, la lumière s'arrête sur quelque chose qui n'est pas du bois, quelque chose de métallique, une lueur mate renvoyée par le faisceau. L'artisan ajuste l'angle de la caméra. Sur le petit écran, l'image se stabilise. C'est une boîte. Une simple boîte en fer blanc, rectangulaire, du genre de celle qu'on utilisait pour conserver des biscuits ou du tabac dans les années 70. Elle repose là dans le silence et la poussière depuis près d'un demi-siècle. Dans la pièce, personne n'ose respirer. Le temps semble suspendu à ce rectangle de métal. Sophie serre la main de son mari. Jean-Pierre Duval, le journaliste, a sorti son téléphone et filme la scène. Son scepticisme initial remplacé par une fascination palpable. L'huissier de justice, maître Dubois, s'approche et dicte dans son enregistreur « Il est 22h17 ». L'objet identifié est une boîte métallique de couleur grise d'environ 20 cm sur 12. L'artisan retire la caméra et utilise une longue pince articulée pour saisir délicatement la boîte. Le métal griffe le bois en sortant de son refuge. C'est un son minuscule, mais dans le silence de l'appartement, il résonne comme un coup de tonnerre. Il dépose l'objet sur un drap blanc posé au préalable sur le parquet. La boîte est couverte d'une fine pellicule de poussière. Elle n'a pas de serrure, juste un couvercle emboîté. Qui va l'ouvrir? Tous les regards se tournent vers Sophie. C'est elle, la mère de Léo, qui a initié tout cela. Elle secoue la tête, les larmes aux yeux, et désigne l'huissier. C'est à la loi de témoigner. Maître Dubois enfile une paire de gants en latex. Ses gestes sont lents, méthodiques. Il glisse un ongle sous le rebord du couvercle. Une légère résistance, puis un petit bruit sec. Le sceau du temps est brisé. Il soulève le couvercle. Ah! L'intérieur posé sur un lit de velours noir décoloré, deux objets. Le premier capte immédiatement la lumière. C'est une manchette de costume. En argent massif, ronde, gravée de deux initiales entrelacées, CF. Personne ne peut contester l'évidence. Mais c'est le second objet qui fait retenir tous les souffles. Plié en quatre, un feuillet de papier à musique jauni par les années. Maître Dubois le déplie avec une infinie précaution. On y voit des portées, des notes griffonnées à la hâte et des mots raturés, réécrits, qui forment les vers d'une chanson que personne n'a jamais entendue. La dernière preuve, la plus intime, la plus irréfutable, vient de livrer son secret. C'était donc vrai. Tout était vrai. Le silence qui s'abat sur le salon est plus lourd que des décennies de poussière. L'odeur du bois ancien et du métal froid se mêle au parfum discret de l'appartement moderne. Personne n'ose bouger. Jean-Pierre Duval, le journaliste, s'agenouille lentement. Il retire ses lunettes, les essuie sur sa veste comme pour s'assurer que ses yeux ne le trompent pas. Il murmure, la voix brisée par l'incrédulité. « En 30 ans de carrière, j'ai couvert des affaires d'État, des scandales. Mais ça défie toute logique. C'est tout simplement impossible. » Mais l'impossible est là, dans les mains gantées de l'huissier. Maître Dubois porte le feuillet à la lumière d'une lampe. L'écriture est nerveuse, presque agressive, mais parfaitement lisible. Il commence à lire les paroles à voix haute. Ce ne sont pas les mots d'une chanson entraînante, c'est une ballade mélancolique, une lettre d'adieu à un amour secret, pleine de regrets et d'une solitude que personne n'associait à l'idole des jeunes. Chaque vers est un coup de poignard dans l'image publique de l'artiste. Une phrase en particulier résonne dans la pièce. Si seulement la lumière pouvait durer plus longtemps que le spectacle. Sophie serre la main de son mari. Les larmes coulant sur ses joues, mais ce ne sont pas des larmes de joie. C'est un mélange de peur et de vertige. Son regard se porte vers la porte de la chambre où Léo dort paisiblement, ignorant tout du séisme qu'il vient de provoquer. « Qui est mon fils maintenant ?» chuchote-t-elle à son mari. La question reste en suspens. L'enfant qui fredonnait des mélodies étranges n'est plus seulement leur petit garçon. Il est devenu le dépositaire d'un secret qui le dépasse, qui les dépasse tous, le crin. Problème, c'est que cette découverte n'est pas une fin. C'est le début d'une question bien plus complexe. Que faire de cet héritage inattendu? La chanson appartient-elle légalement aux héritiers de Claude François? Ou cette découverte, guidée par une force inexplicable, donne-t-elle des droits à la famille de Léo? L'authentification de l'écriture et du papier devient la prochaine étape cruciale.
Des experts en graphologie et en datation de documents sont immédiatement contactés. Car en révélant cette chanson perdue, Léo n'a pas seulement résolu une énigme, il vient d'ouvrir une boîte de Pandore juridique et médiatique et personne ne sait ce qui va en sortir. Le dossier Exelmans, loin d'être clos, ne fait que commencer. Les analyses graphologiques et chimiques qui suivront seront formelles. Le papier, l'encre, l'écriture, tout est authentique. La chanson, baptisée « Mon écho perdu », est officiellement attribuée à Claude François. Mais le véritable héritage de Léo n'est pas une mélodie. C'est une question qui nous hante tous. Nos vies ne laissent-elles qu'un souvenir ou laissent-elles un écho capable de traverser le temps? Le protocole Exelmans étudie aujourd'hui des dizaines d'autres cas, cherchant une réponse. Vous voulez comprendre les 3 signes de ce phénomène en 7 jours? Le guide complet est dans le premier lien. Si cette enquête vous a interpellé, abonnez-vous. La semaine prochaine, nous ouvrons le dossier d'un architecte qui a rêvé d'une catastrophe et l'a empêché.